à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Raphaël Cross, chargé de campagne engagement de la société civile chez Reclaim Finance, qui a notamment été chargé du projet Change de banque, donc porté par Reclaim Finance. Ce sera l'occasion de regarder un petit peu avec vous la méthodologie mise en place pour tenter de comprendre l'impact de son épargne sur son compte courant dans un premier temps, mais à venir sur d'autres livrets ou comptes d'épargne. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier de bureau. Nous vous en parlons beaucoup en matière d'investisseurs. Nous avons beaucoup d'investisseurs sur le sujet qui viennent sur ce plateau. Cette fois-ci, nous avons eu envie de nous poser la question de manière un petit peu différente. Que constatent celles et ceux qui travaillent aux côtés des entreprises dans la recherche de leurs bureaux, qui leur proposent des bureaux en matière de nouvelles exigences, et donc à quoi ressemblera le nouveau bureau demain? Une question que nous poserons à Raphaël Garrigou, directrice associée de Bluebird Immobilier, mais aussi à Flore Prader, directrice recherche et prospectif Work Dynamics chez JLL. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et c'est parti pour Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable, durable ou à impact de Smart Patrimoine. Un rendez-vous dans lequel nous nous questionnons assez souvent sur la méthodologie à mettre en place pour gérer son épargne au mieux et généralement en lien avec ses valeurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Cross, chargé de campagne engagement de la société civile chez Reclaim Finance. Bonjour Raphaël Cross. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On trouvait intéressant d'échanger avec vous aujourd'hui puisque vous êtes notamment chargé du projet Change de banque chez Reclaim Finance. Le projet Change de banque, c'est une plateforme qui a vu le jour, si je ne dis pas de bêtises, début septembre et qui propose une sorte de scoring un petit peu de toutes les banques françaises en matière d'engagement climat. On est vraiment sur la verticale climat et j'ai envie de dire, vous donnez 3 types de scores, les bons élèves, les moins bons élèves et les mauvais élèves. Est-ce que vous considérez comme les mauvais élèves? C'est bien résumé un petit peu ce projet Change de banque? Oui, tout à fait. En fait, on est parti d'un constat, c'est après l'été qu'on a passé, on ne peut plus ignorer l'urgence climatique. Et puis, on a, nous, en tant qu'ONG, de plus en plus de sollicitations du grand public qui nous demandent qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle. Et donc, aujourd'hui, les responsables du réchauffement climatique, on les connaît. Ce sont notamment les entreprises des énergies fossiles et les acteurs financiers qui les soutiennent. Pour rappel, les 4 grandes banques françaises, ça représente 350 milliards aux énergies fossiles depuis l'accord de Paris en 2016. Et donc, pour répondre à cet enjeu et à ces demandes de la société civile, on a construit ce site pour pouvoir avoir 2 objectifs, à la fois faire comprendre et donner des clés de compréhension et de lecture au grand public sur l'impact de son argent et de sa banque sur le climat, et puis aller chercher les alternatives responsables, tout en précisant qu'il n'y a pas de banque parfaite, mais on a noté, comme vous le disiez, dans une catégorie de banques qui s'engagent et qui ont une volonté crédible de répondre à l'urgence climatique. Alors, il y a plein de questions que ça amène, notamment sur la méthodologie. Je rappelle que donc c'est un projet qui est porté par Reclaim Finance et que c'est noté sur le site de Reclaim Finance que une des principales missions de l'association, c'est de contribuer à l'accélération de la décarbonation des flux financiers. Donc, j'imagine que dans le scoring, il y a une part importante qui est dédiée au financement ou non d'énergie fossile. Avant d'aller sur la méthodologie, aujourd'hui, ça ne concerne que les comptes courants, on est d'accord? Dans un premier temps, effectivement, on a voulu apporter une réponse rapide. La réponse rapide, c'est sur les comptes courants qu'elle est facile à apporter. Donc, on a en fait plusieurs profils sur le site. On a un profil pour les particuliers, pour les étudiants. Et puis, ce qui va arriver plus tard, c'est des solutions plus adaptées pour des chefs d'entreprise sur des fonds d'épargne salariale, parce qu'il y a un levier énorme sur l'épargne salariale pour la mettre au service du climat. Et ça, c'est des recherches qui demandent un peu plus de temps. Donc, on a d'abord lancé ces solutions sur le compte courant, et donc, en notant
qu'effectivement, il y a un levier sur l'épargne, donc on a quelques pistes d'action, mais ça, ce sera amené à se développer par la suite. Donc l'idée, c'est de dire, quand vous avez 1 000 euros sur un compte courant, par exemple, en fait, c'est 1 000 euros qui peuvent être utilisés pour des investissements ou en tout cas qui sont mis à disposition d'une banque plutôt qu'une autre et il faut que vous sachiez quelle est la politique de la banque derrière, c'est ça l'idée? Tout à fait. L'idée, c'est qu'un particulier qui va sur le site puisse regarder quelles sont les pratiques de sa banque pour un peu, enfin, c'est un milieu assez opaque, on n'a pas forcément conscience de l'impact de son argent sur son compte courant. Là, l'idée, c'est qu'on va voir les pratiques de la banque, sa politique, notamment en soutien aux énergies fossiles et surtout en soutien à l'expansion de projets pétrogaziers. Et c'est sur cette base-là qu'on a notamment jugé les différentes solutions. Donc la méthodologie, elle est surtout là-dessus. En fait, c'est si jamais on a un groupe bancaire qui finance aujourd'hui des énergies fossiles ou des entreprises dont l'activité dépend d'énergie fossile, ça va jouer sur la note mécaniquement, c'est ça? Oui, tout à fait. On est allé regarder, on a les outils traditionnels de Reclaim Finance, on est allé regarder l'historique, et donc c'est pour ça que j'évoquais le chiffre de 350 milliards depuis 2016. Ça, c'est des données qu'on a sur les banques, les grandes banques françaises. Et puis surtout, on va regarder les engagements, les politiques des banques, et on a notamment cette question-là de l'expansion. D'accord. Ce qu'on appelle expansion, c'est quoi? C'est financement de nouveaux projets? Financement de nouveaux projets, ouais. exactement, oui. Et donc, on est allé regarder quelles sont les banques qui s'engagent à ne plus financer l'expansion ou alors des entreprises qui continuent à développer de nouveaux projets pétrogaziers. Pour bien comprendre, donc du coup, cette méthodologie, parce que en fait, c'est une question qui revient quand même souvent sur ce plateau, c'est exclusion, non-exclusion, accompagnement de la transition ou exclusion d'ailleurs, hein, tout simplement. On regarde au niveau des engagements, c'est-à-dire qu'une banque qui contribuerait encore aujourd'hui à financer des énergies fossiles ou en tout cas des activités en lien avec les énergies fossiles, mais qui aurait pris l'engagement d'ici 2030 ou 2040 à arrêter, elle se situerait comment dans le scoring du coup? En fait, nous, ce qu'on regarde, c'est la pratique et la politique actuelle. D'accord. Une banque qui s'engage à ne plus financer de nouveaux projets, comme le recommande l'AIE, l'Agence internationale pour l'énergie ou le GIEC. Cette banque-là sera bien notée comparée à d'autres qui voudraient accompagner la transition. Après, en fait, la difficulté qu'on a, c'est que derrière accompagner la transition, il peut se cacher tout un tas de choses. Ouais. Et qu'on va estimer... On va prendre l'exemple d'un Total Energy qui se dit en transition, ou certains acteurs financiers peuvent l'estimer en transition. Aujourd'hui, on regarde son plan climat et ses projections. On ne peut pas estimer qu'elle est en transition puisqu'elle continue à développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. À partir de là, on n'est pas sur un scénario compatible avec une trajectoire plus 1,5 degré. Donc, elle ne peut pas être considérée comme en transition. Alors, toujours même question hein, sur la méthodologie, c'est que effectivement, vous prenez cet exemple donc effectivement de Total Energy, mais de manière plus générale de majors pétrolières. Si on a des projets d'énergie fossile aujourd'hui, mais que derrière on investit énormément dans le renouvelable, du coup, là on parle d'une entreprise, mais donc du coup après on remonte au niveau du financement, au financement des banques. Comment est-ce qu'on juge ce genre de projet? Est-ce qu'il y a ce niveau de compréhension-là dans la méthodologie où on reste vraiment énergie fossile? Alors en fait, sur les énergies renouvelables, on est très content et on pousse les acteurs financiers à les financer massivement. En revanche, ça ne se substitue pas à des financements aux énergies fossiles. D'accord. Et on insiste bien sur le fait que c'est l'expansion qui est importante, enfin, cette notion d'expansion, puisque on ne peut pas se passer du pétrole et du gaz du jour au lendemain, donc il y a des actifs en cours et on ne peut pas les sortir du jour au lendemain. En revanche, on va regarder s'il y a de l'expansion et financer les énergies renouvelables très bien. Mais à côté de ça, il faut aussi prendre des mesures fortes sur l'expansion. Donc je prends un exemple tout bête, mais si on a 95% de financement d'énergie renouvelable, mais 1% dans le fossile, du coup on reste quand même un mauvais élève, c'est ça? Alors, voilà, c'est un exemple extrême, mais pour comprendre... C'est un exemple extrême, et puis surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, on n'est pas sur du 1%, mais si on prend les grandes banques françaises, même un pourcentage réduit, elles sont tellement grandes qu'en fait c'est un flux qui est énorme. Et comme dit, c'est les scénarios climatiques avec une trajectoire plus 1,5 exclut tout financement à des nouveaux projets. Donc, à partir du moment où on continue à financer ces nouveaux projets ou des entreprises qui développent, elles seront classées dans les banques qui aggravent le chaos climatique. Une question toujours parce que en fait, ce qui est très intéressant, et vous l'avez mentionné notamment sur l'été qu'on a vécu et sur du coup les appétences des épargnants. Alors, je ne vais pas vous ressortir toutes les études qu'on mentionne dans cette émission sur le
faible niveau de connaissance en ISR d'un certain nombre d'épargnants, ou même des épargnants de manière générale, mais on a parfois l'impression, et c'est une question qu'on évoque avec un peu tous les acteurs, d'une volonté climat de ceux qui s'intéressent vraiment à leur épargne, et de l'autre côté des notations ESG qui intègrent le climat mais dans une sous-catégorie de l'environnement, et donc du coup qui correspond, en fait, qui propose une solution beaucoup plus large que la volonté d'un certain nombre d'épargnants qui veulent vraiment être axés sur le climat. Comment est-ce que vous voyez les choses? Parce que pour le coup, vous, ce projet Change de banque, c'est uniquement sur la verticale climat, ça n'a pas vocation à aller sur le social ou sur la gouvernance aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est uniquement sur la thématique climat. Et donc, notamment pour évoquer le sujet de l'ISR, on a un problème avec ce label, c'est qu'il est... Là, vous parlez du label ISR pour le coup. D'accord, ISR, oui. Et puis globalement sur la volonté des épargnants de donner un impact, c'est qu'on l'a vu, notamment vous le mentionniez, j'imagine, c'est le sondage du Forum pour l'investissement. Exactement, c'est celui que je mentionnais, bien sûr. 11% qui connaissent effectivement l'ISR. Oui. C'est ça, et puis on voit aussi 60% des épargnants qui ont une volonté de donner un impact à leur épargne, et qui notent aussi qu'on ne sait pas vraiment dire si l'épargne a un impact positif sur le climat et la société. Alors le label ISR n'a pas vocation à devenir un label climat. En revanche, on estime qu'il faudrait qu'à minima, il n'aggrave pas le réchauffement climatique. Et c'est pour ça qu'on a des recommandations, notamment sur l'exclusion d'une partie des énergies fossiles, qui est donc l'expansion et le financement de nouveaux projets et des entreprises qui développent. Alors là, c'est concentré sur les comptes courants. Si demain on va sur des solutions d'épargne, notamment épargne salariale ou d'investissement, le scoring présent sur votre site peut évoluer, ou de toute manière, comme on évalue un groupe dans sa globalité, ça restera le même? Alors le travail est en cours sur l'épargne salariale, donc je ne peux pas encore dire exactement quel sera le scoring. En revanche, ce sera sur quelque chose de similaire, et puis on aura des demandes à la fois sur les fonds qui sont présentés, mais aussi sur les gestionnaires. D'accord. Ah oui, du coup vous allez analyser les fonds. D'accord. On est en train d'analyser les fonds. On verra exactement comment est-ce qu'on pourra avoir des recommandations, mais ce sera sur ces sujets-là. Une dernière question qui pourrait être une objection qu'on peut vous faire. J'ai regardé, alors effectivement, je ne mentionne pas qui, chacun pourra aller voir sur le site, mais dans les bons élèves, j'ai envie de dire, il y a des nouveaux acteurs. C'est toujours plus facile d'être un bon élève quand on vient de se lancer et qu'on est lancé au particulier par rapport à une entreprise, une banque qui existe depuis très longtemps et qui finance des entreprises. Est-ce que ça aussi c'est pris en compte ou pas forcément? Nous, on encourage les banques historiques qui effectivement ont une activité qui est complètement différente, et ils ont raison de le noter. En revanche, la réalité aujourd'hui, c'est qu'elles continuent à financer l'expansion pétro-gazière, et que tant qu'elles n'auront pas pris ces mesures-là, on ne pourra pas les faire évoluer. Après, c'est vrai que on a des nouveaux acteurs qui sont nés assez récemment et qui s'engagent. On les salue pour les encourager, et puis on attend des deux autres catégories, à la fois celles qui ont encore des progrès à faire, on note les sujets sur lesquels elles ont encore des progrès à faire, et puis sur les banques, les 4 grandes banques qui sont classées en rouge sur le site, on attend d'elles des engagements un peu plus forts. Merci beaucoup Raphaël Cross d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargé de campagne engagement de la société civile au sein de chez Reclaim Finance. Merci de nous avoir détaillé un petit peu la méthodologie derrière ce projet Change de banque. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'immobilier de bureau, un sujet que nous traitons souvent dans cette émission sous un prisme investisseur. Nous avons eu envie de nous poser la question de l'évolution de l'immobilier de bureau aujourd'hui et demain, cette fois-ci plus sous un prisme utilisateur, et notamment, ou en tout cas accompagnant des entreprises dans la recherche ou dans la définition d'un besoin d'immobilier de bureau. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Raphaël Garrigou, directrice associée chez Bluebird Immobilier. Bonjour Raphaël Garrigou. Bonjour, merci. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Bluebird Immobilier qui accompagne du coup les entreprises dans la définition de leurs besoins immobiliers, donc de bureaux évidemment. Vous allez pouvoir nous dire dans un instant si ces besoins ont évolué, ou si lors de vos discussions avec les entreprises, vous voyez des choses que vous ne voyiez pas auparavant. Mais avant ça, nous avons le plaisir également d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Bonjour Flore Prader. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart
Smart Patrimoine, donc JLL, une entreprise qui accompagne également sur la définition du besoin en matière d'immobilier, mais qui propose également des bureaux à la location, tout simplement, qui ont peut-être dû évoluer dans le temps par rapport aux besoins qu'on pouvait voir il y a quelques années. Et d'ailleurs, Flore, on mentionnera avec vous une enquête que vous avez menée sur le futur du travail, Future of Work 2022. On va commencer avec vous, Raphaël Garrigou. On l'a dit en introduction, vous accompagnez les entreprises dans la définition de leurs besoins. Est-ce que vous constatez des grandes différences dans la définition du besoin en septembre 2022 en immobilier de bureau ? Alors, les changements se sont faits sur une période qui n'est pas du jour au lendemain, mais en effet, on voit aujourd'hui des évolutions assez importantes dans la définition du besoin, ou en tout cas dans les enjeux qui se posent dans les entreprises. Et je pense que si on devait le résumer, pour moi, la plus grosse différence, c'est que le temps, la gestion du temps, devient l'enjeu majeur pour les entreprises, entre un temps de l'entreprise qui est de plus en plus court, de plus en plus rapide, de plus en plus compacté dans les décisions et dans les transformations, et un temps de l'immobilier qui reste malgré tout assez long. Les engagements locatifs sont assez longs. Évidemment, quand on est propriétaire et qu'on lance des opérations de construction, de montage opération, c'est assez long. Et c'est vrai que l'enjeu majeur, c'est de concilier cette nécessité d'aller vite pour l'entreprise et cette importance du temps qui file de l'immobilier. Le temps de décision, quoi. Le temps de décision, le temps d'engagement également, dans les engagements contractuels du bail, dans les engagements contractuels du montage opération, des acquisitions, etc. Et puis, la façon dont l'entreprise va vivre dans le temps dans un immeuble. Et la façon dont elle va devoir, avec beaucoup d'agilité, réaménager, repenser, revivre, transformer, moduler. Et ça, je pense que... D'accord, ça, on va en parler, mais c'est intéressant parce qu'on évoque souvent le sujet des salariés qui sont à la recherche de plus de flexibilité dans leur entreprise. Là, ce que vous nous dites, c'est que les entreprises sont à la recherche de plus de flexibilité dans leurs locaux. Ouais, les managers ont besoin d'avoir des outils qui permettent beaucoup de flexibilité pour pouvoir transformer aussi vite qu'une entreprise se transforme au quotidien. Une taille d'équipe qui mettait beaucoup de temps à évoluer il y a 30, 40 ans, aujourd'hui peut changer de taille, doubler, se couper en deux, se réduire, se fusionner dans un calendrier quasiment chaque mois avec des évolutions très rapides. Il faut que l'immeuble puisse le permettre. Flore Prader, si je comprends bien ce que nous dit Raphaël Garrigou, c'est qu'il y a eu donc cet essor du télétravail avec la pandémie, mais aujourd'hui, en fait, les entreprises ne cherchent plus des bureaux en lien avec cette évolution-là, mais des bureaux capables de faire face à cette évolution et les futurs potentiellement. Oui, totalement. En fait, il y a eu une emphase vraiment sur le travailleur. D'accord. Donc, quelles étaient les nouvelles attentes des travailleurs, comment ils souhaitaient travailler à l'avenir. Donc, grosse emphase sur le travail hybride. Et là, aujourd'hui, il y a quand même un petit retour de balancier parce qu'on se dit, oui, mais la force de l'entreprise qui crée de la valeur, c'est la collaboration, c'est toutes les connexions qui sont créées dans le collectif. Et donc, comment on fait revenir les gens au bureau? Comment on crée des bureaux qui sont très attractifs, où il y a une vraie expérience de travail? Et comment on booste tout le côté socialisation, collaboration. Donc c'est ça qui va être important, c'est vraiment les espaces collaboratifs, cette compréhension du bureau comme un espace où on vient pour échanger avec les autres, pour travailler ensemble. Et comment on crée une valeur ajoutée au bureau qui fait que les gens ont envie de se déplacer, d'affronter le temps de transport. Et on en revient au sujet du temps, du coup, c'est ça, même le temps de transport. C'est ça. Et qui est vraiment une valeur ajoutée à venir au bureau. Et alors, du coup, vous avez mené une enquête, Flore Prader, qui s'appelle Future of Work 2022. Un des enjeux, d'ailleurs, que vous mentionnez dans cette enquête, c'est le travail hybride. Il y a 5 aspects incontournables du nouveau immobilier de bureau ou du nouveau bureau. Donc déjà, c'est être constamment dans l'hybridation, c'est ça, que ce soit au travail ou au bureau, enfin, chez soi ou au bureau. Oui, totalement. Et d'ailleurs, le travail, c'est aussi chez soi. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Oui, on se bat pour bien l'affirmer et le rappeler. Et en fait, oui, cette grande enquête, c'est une enquête que traditionnellement, on menait tous les 2 ans. D'accord. Et puis, avec la pandémie, ça a été très chahuté. Donc, plus d'enquête depuis le début de la pandémie. Et là, c'était l'occasion de refaire le point, le bilan, auprès des décideurs de l'immobilier d'entreprise. Donc, 1100 décideurs à travers le monde, 118 en France. Et on leur demande concrètement où en êtes-vous et quelles sont vos projections pour les mois à venir. Et là, on retrouve ces notions de temps qui sont assez capitales parce que
beaucoup d'indécision, beaucoup de prudence, on ne sait pas trop, on a besoin de réactivité, d'agilité, et en même temps, on a peur de s'engager. Donc on a du mal à se reprojeter dans le bureau comme avant. On a beaucoup de On mal. veut tester. Il y a un sujet laboratoire aussi dans le managérial, dans l'immeuble de bureau qui est important. On veut tester des choses et pouvoir revenir en arrière. D'où ce besoin de flexibilité très important dans les allers-retours. Donc on n'a pas complètement arrêté, si je comprends bien, la nouvelle forme de travail en entreprise. Non. Et donc les bureaux sont encore en phase d'adaptation face à cette nouvelle forme de travail. Et risque de l'être encore un bon moment parce qu'on a connu cette capacité d'évoluer vite et de passer de l'un à l'autre très rapidement. On sait que c'est possible. Donc il n'y a plus de frein à des changements un peu permanents et un peu rapides. Donc ça va être très mobile pendant longtemps. Donc ces décideurs immobiliers, Fleur Prader, ils nous parlent de ce rapport au temps. Il y a d'autres choses qui ressortent comme ça de cette étude ? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est aussi la notion de pouvoir d'influence de l'immobilier dans l'entreprise. Et ça, c'est assez frappant. Déjà avant la pandémie, on voyait quand même un pouvoir qui grandissait. Mais alors là, il y a eu une accélération parce que l'immobilier est devenu au cœur de la transformation du travail. Et donc aujourd'hui, l'immobilier doit aussi parler RH, doit aussi parler technologie. D'accord. Et donc du coup, même leur domaine d'intervention est beaucoup plus large par rapport à ce qu'ils connaissaient auparavant. Alors pour clarifier, parce que j'avoue que c'est peut-être pas très clair pour moi, comment est-ce qu'un immobilier parle RH ? Par l'RH, en se préoccupant par exemple de la rétention des talents. D'accord. Comment on fait en sorte que nos bureaux demain contribuent à retenir nos talents ? D'accord, donc un argument de marque employeur presque. Exactement. Donc des locaux agréables dans lesquels on a envie d'aller. Totalement. D'accord. Il y a une grosse emphase aussi sur la qualité de vie. La qualité de vie, ça devient un argument pour l'employeur. C'est dans mes bureaux, vous aurez une vraie qualité de vie. Un autre sujet aussi très important, c'est tout ce qui est durabilité. Les salariés sont aujourd'hui très attentifs à l'impact social, environnemental de leur entreprise. Et donc ça remonte dans les exigences des décideurs immobiliers. Exactement. Ils sont obligés de traduire ces attentes de société en fait dans leur cahier des charges pour choisir leur bureau demain. Et alors juste une réaction là-dessus, parce que moi j'entends souvent également qu'il y a le lieu qui joue énormément quand on écoute des investisseurs sur le sujet. On préfère des lieux en centre-ville, notamment si je prends l'exemple à Paris, mais une très bonne localisation. Entre une très bonne localisation et des enjeux de durabilité, que choisit le décideur immobilier aujourd'hui ? Il veut tout. Il veut tout, et c'est ça, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il veut tout. Moi, je dirais que la localisation est encore plus importante qu'auparavant parce qu'on a une prime à la qualité. Nous, ce qu'on observe, c'est peut-être plutôt moins de mètres carrés, mais mieux de mètres carrés. Et donc, on va vers vraiment des bureaux plus qualitatifs qui répondent mieux à l'ensemble du cahier des charges, à la fois sur le bien-être, sur le durable, etc. Raphaël Garrigou, vous vouliez réagir sur la qualité de vie au travail déjà et sur la durabilité ? En fait, tous ces enjeux-là sont très, très liés. C'est-à-dire que le temps de transport pour les collaborateurs a autant d'impact sur la politique RSE que sur la qualité de vie du collaborateur qui, tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, selon son rythme de télétravail, doit se déplacer. Donc, tout ça est très lié. C'est vrai que la localisation reste quand même, à mon avis, le point prioritaire, en tout cas celui sur lequel la première attention est portée, parce qu'il est à la fois très important pour le collaborateur et très important pour le manager qui veut faire revenir les équipes au bureau. C'est-à-dire que c'est une vraie clé aujourd'hui managériale pour refaire venir l'ensemble des collaborateurs que l'on souhaite faire venir sur un site. Plus il est compliqué d'accès, plus le temps de trajet est long, plus le confort du trajet est compliqué, plus le retour au bureau est difficile. Oui, parce qu'en fait, on veut qu'ils reviennent sans que ce soit une contrainte, c'est ça ? Voilà, on veut qu'ils reviennent en ayant envie de revenir. Alors, pour certaines entreprises, il y a des contraintes qui sont mises en place. Il y a quand même besoin d'un certain contrôle. Oui, mais sans que ce soit vécu comme une contrainte. Voilà. Oui. Mais on a il y a ce souci de rendre volontaire ce retour au travail par une qualité de la prestation qui est portée. Et pour les managers, dans un objectif très clair d'une transformation qui est très importante. On est passé très rapidement en 48 heures du full bureau au full maison. On est maintenant, on est passé par plein de seuils de retour progressif, retour imposé, retour progressif, retour... Oui, enfin, on teste un peu. Il y a pas mal de tests. Maintenant, il faut que les managers prennent la main et reprennent le contrôle des équipes, de la façon de travailler, des transformations. Il faut que ça se construise. On a vécu de façon empirique, mais il faut le construire. Et pour cela, les locaux sont un appui au manager. Et donc, du coup, on en revient aux décideurs immobiliers qui choisit des locaux en fonction de ces enjeux-là, des enjeux de ces managers. D'où l'importance de regarder toutes les caractéristiques qui sont forcément en lien les unes avec les autres, les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux de qualité de vie, les enjeux RSE, les enjeux d'image. D'accord. L'image a un gros volet interne et externe. Voilà, et de vraiment balayer tout le scope complet.
Flore Prader, il y a autre chose dans l'étude que vous mentionnez, que nous disent les décideurs immobiliers? Alors, autre chose, il y a par exemple le poids des technologies. D'accord. Et donc, on va quand même vers des bureaux de plus en plus intelligents. On a beaucoup parlé du smart building. Et là, je pense que le point clé, c'est vraiment quelle est l'occupation de mon bureau, comment évoluent les usages, comment mesurer tout ça. C'est devenu vraiment capital. On en parlait avant la crise. Mais là, c'est devenu un incontournable. Si on veut réduire son empreinte immobilière, il faut comprendre quels sont les usages du bureau. Donc réduire son empreinte immobilière, ça veut dire réduire sa superficie, c'est ça? D'accord. Ses mètres carrés, c'est quand même la tendance globale. Hein. On est dans une logique où on veut être plus sobre, je dirais, pour utiliser les mots à la mode. Donc on est dans essayer de calculer au plus juste, tout en restant très pertinent, en répondant aux besoins. Et donc pour calculer au plus juste, il faut comprendre quand sont les pics d'affluence, quand est-ce que le bureau est occupé, quel est le niveau d'occupation en général et comment se font les usages, quels sont les espaces utilisés, ceux qui sont délaissés, pourquoi? Pour faire évoluer au fur et à mesure mon aménagement, mes besoins. Donc ça veut dire que, si je caricature un peu ce que vous me dites, mais c'est que le bureau idéal aujourd'hui, il est en centre-ville, très bien desservi, à la pointe des enjeux de durabilité, connecté avec des salles de réunion connectées, beaucoup d'espaces collaboratifs, beaucoup d'espaces d'échange, quand même quelques bureaux quelque part pour travailler, ou oui, quelques-uns, pas beaucoup, quelques-uns. Et là, on est sur le bureau d'aujourd'hui et de demain, ou en tout cas le bureau qui est prêt à faire face à une nouvelle transition. Il y a un dernier enjeu qu'on a abordé rapidement, mais qui sont les enjeux de contractualisation, en tout cas de l'engagement du contrat. Donc on en revient au sujet du temps. Que le dirigeant va devoir signer, que ce soit un bail ou que ce soit même pour des sujets de coworking, un contrat de coworking ou de bureau opéré, il y a aussi cet engagement qui doit être flexible. La flexibilité de l'espace et du lieu, elle a aussi un impact sur la flexibilité du contrat. D'accord. Et on voit bien aussi une tendance vers l'évolution. Pourquoi autant d'entreprises se tournent vers le coworking ou le bureau opéré ? Parce que ça leur ramène une flexibilité absolue de pouvoir quitter les lieux, de pouvoir grossir, réduire, ajuster les mètres carrés, enfin ajuster le nombre de postes, on ne parle plus en mètres carrés. Bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que ça va aussi faire accélérer la transformation du bail en tant que tel, qui aujourd'hui est un bail assez classique, qui se signe sur des périodes plutôt longues sur des grandes surfaces, et qui va forcément nécessiter d'évoluer avec de la flexibilité, de libération, d'extension, de prise à bail, de clic et de sortie dans le bail, etc. Donc il y a quelques leviers juridiques. Flore Prader, le bureau idéal tel que vous l'avez décrit toutes les deux, il existe aujourd'hui ou il doit faire sa mue pour correspondre aux entreprises? Je pense qu'il commence à exister. Ouais. Il y a vraiment des expérimentations intéressantes, des beaux projets, mais comme on le disait tout à l'heure, on est en mode test and learn. Donc il y a des poches d'innovation, je dirais. D'accord. Et donc on essaie à petite échelle, on fait des pilotes, et puis là l'enjeu, ça va être vraiment de conduire après à grande échelle. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu pour les grandes entreprises, c'est qu'elles arrivent à avoir des lieux d'innovation vraiment très poussés. Mais après, comment on fait en sorte de déployer ça pour l'ensemble du collectif? Ça, c'est un challenge. Il nous reste une trentaine de secondes. Raphaël Garrigou, une question sur, d'un point de vue plus investisseur. Quand on est investisseur, on pense locataire. Un bureau qui ne correspond pas à une entreprise, c'est tellement complexe pour une entreprise de déménager est-ce qu'elle y reste quand même? Alors évidemment, on ne peut pas dire que tout le monde déménage du jour au lendemain à chaque fois qu'il y a un problème. On a beaucoup de clients qui s'interrogent justement sur des scénarios de maintien sur site ou de déménagement. Et il y a des coûts, en effet, qui sont importants dans le cadre d'un déménagement, qui se comparent à des scénarios de maintien sur site. Mais on voit quand même que certains enjeux, autres qu'économiques, commence à avoir tout autant de valeur que l'enveloppe économique, et particulièrement dans des périodes où le recrutement est compliqué, le maintien des équipes sur place, l'attractivité, etc. sont des vrais sujets de fonctionnement et de développement. Donc les entreprises commencent à basculer vers des améliorations, quels qu'en soient les enjeux économiques. Donc oui, ça commence à avoir un impact. Merci beaucoup Raphaël Garrigou, directrice associée de Bluebird Immobilier. Merci également Flore Prader, directrice recherche et prospective Work Dynamics chez JLL. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.